Déjà, je dis, Madame la Présidente, merci de m'avoir invitée puisque vous êtes bien sûr de Saint-Barth. Moi-même guadeloupéenne, aussi dans l'agriculture, puisque j'ai entendu M. Orville a parlé de l'agriculture, c'est important, puisqu'on a la banane Idle Chiquita, qui est la banane dollar, aujourd'hui, qui nous concurrence, une distorsion déloyale pour moi, et pas de traçabilité, pas de réglementation sanitaire, qui est concurrencée, puisque nous ne faisons que 1% au niveau de la banane Guadeloupe-Martinique, et 11,2% au niveau de tout ce qui concerne l'ACP. C'est d'où aujourd'hui nous devons travailler aussi sur cette distorsion déloyale. Je rejoins Max Orville sur ce qu'il a parlé, puisqu'on travaille aussi un petit peu avec Eurodome, M. Gérard Bali, qui travaille sur ça. Tout d'abord aussi, je souhaite d'ores et déjà vous livrer le fond de ma pensée par rapport à mes collègues aujourd'hui, mais mon avis également aussi le vôtre. Malgré la bonne volonté affichée par la France, bien sûr, et l'Europe, comme je dis, l'intégration régionale des départements d'outre-mer est largement pour moi insuffisante. Pourquoi? Pour des raisons historiques et parce que tout est fait pour maintenir cet état de sujétion. Nos territoires d'outre-mer restent très largement tournés vers la métropole et l'Europe continentale avec des échanges qui sont économiques, qui sont bien sûr commerciaux et même humains, très pour moi déséquilibrés. De ce fait, nos outre-mer sont mis dans l'incapacité de tirer davantage leur statut de territoire relativement prospère, en tout cas en comparaison de leurs voisins, comme je dis, et de territoires politiquement, économiquement stables. Pardon aussi, je le dis, à nos amis mahorais, si ce constat est moins vrai pour eux. On le constate aujourd'hui. De territoires intégrés au plus puissant espace, par exemple, de libre-échange du monde. Mais nos outre-mer aussi ont des atouts. Est-ce que vous savez, nous avons 80% en richesse ultramarine et biodiversité dans notre territoire. C'est ce qui fait la force de la France. Nous faisons partie des zones ZEE, zones économiques exclusives. C'est ce qui fait la force de la France, de nos territoires ultramarins. Et pour moi, aujourd'hui, il n'en sort pas grand lequel... votre rapport sera éclairant, mais il n'en sort pas pour moi grand-chose, et même du négatif. Je pense par la pression aussi migratoire. On ne parle pas de la pression migratoire. Chacun s'accordera à dire qu'une meilleure intégration régionale est pourtant une nécessité en tant qu'instrument de développement économique. Pourquoi? Pour nos territoires, de lutte contre la cherté de la vie. On parle de bouclier prix, quelquefois. On parle de l'OMPR, le prix bouclier prix. Est-ce que vous imaginez les territoires ultramarins? On a 10 produits de première nécessité. On nous dit que c'est un prix bouclier prix. Je pense qu'on doit aller au-delà. Je prends l'exemple, la Polynésie, c'est 83% plus cher. Tout ce qui est produit de première nécessité, 66%, 68% pour la Réunion. Moi-même, guadeloupéenne, 48%, 46%. Sans compter aussi les PTOM comme Saint-Martin, comme Saint-Barth, qui subissent énormément de problèmes. Je prends l'exemple de l'eau aussi, Madame Jacques, le problème avec Saint-Martin. On a un problème aussi de tout ce qui concerne le réseau d'assainissement. Tout ça, c'est la cohésion sociale aussi. C'est un problème aussi qui est profond pour nous au niveau des territoires ultramarins. Je voulais dire aussi une lutte contre la cherté de la vie pour nos concitoyens et de pénétration à l'étranger de valeurs et idéaux européens dans l'optique de la stratégie Global Gateways. Mais alors, vous l'avez rappelé dans l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, les Outre-mer. Mais appelé région ultrapériphérique aussi, mais constitue un enjeu pour moi qui est particulier. Pourquoi? Je le dis, aux yeux de l'Union européenne, leurs spécificités sont reconnues. Nous le savons puisque je suis en commission régie. On le sait, on travaille entre collègues. Mais à moins dans le texte, parce qu'on sait que dans les faits, c'est souvent moins le cas, le réflexe rude, comme vous le dites tout le temps, Monsieur Bijoux. Pour paraphraser, mais c'est moins de l'inné que du réflexe acquis du bon gré, du gré, comme on explique. Pourquoi? En mai 2022, la mise à jour de la communication de la Commission européenne sous le partenariat entre les RUP et l'Union européenne fixait l'objectif d'améliorer et intensifier la coopération.
avec les pays voisins, mais elle soulignait immédiatement, je cite, la coopération reste limitée en raison des problèmes réglementaires, administratifs, budgétaires et politiques. Vous imaginez qu'on a des projets et que nous n'avons pas d'accessibilité, de flexibilité et une lourdeur administrative. Comment vous pouvez comprendre que nous avons des gens qui ont des projets dans des départements d'outre-mer ou dans PTOM et on ne peut pas accéder parce que nous avons une lourdeur administrative. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours relevé, même Madame la commissaire Ferreira, d'avoir cette accessibilité administrative, cette lourdeur administrative. Mais je vais aller au-delà. Nous avons, quand on fait des projets au niveau Interreg, nous n'avons pas un encadrement technique. C'est important. Les gens qui sont porteurs des projets, c'est des petites entreprises dans les départements d'outre-mer. C'est des artisans, c'est des jeunes. Ils ne connaissent pas comment pouvoir avancer dans certains projets. Nous avons besoin de cette flexibilité et de cet encadrement technique. Je le dis aux sénateurs, aux sénatrices, à Madame la Présidente. C'est important aussi de pouvoir bien parler sur cette flexibilité et aussi cet encadrement technique qu'on n'arrive pas quelquefois à accéder à avancer sur des dossiers. Je voulais aussi, j'ouvre une parenthèse, à titre d'exemple, les difficultés politiques de la coopération. Il a le fait que Mayotte n'est pas reconnu comme territoire français par certains pays et pourtant partenaire du programme Interreg Océan Indien. On a un souci. À mon sens, cela devrait poser la question du maintien de l'accès à ces pays révisionnistes aux mannes des programmes européens. Je pense que c'est important aussi pour ça. La traduction aussi des assauts de bonne volonté vis-à-vis des RUP. Je voulais expliquer un petit peu en tant que Guadeloupéenne. On sait que nous sommes sur le programme Interreg catégorie D, puisque bon, ça fait partie des RUP. Vous imaginez qu'on a 21% des paiements sur 100% qui ont été payés. 80% aujourd'hui n'ont pas été payés. Est-ce qu'on trouve ça normal? Non, ça n'est pas normal. C'est bien à dire qu'on fait, mais si ça ne suit pas financièrement, ben c'est pas possible. On a 21% des paiements qui n'ont pas été bouclés sur la programmation 2020-2027. Mais l'ensemble de ces RUP compte 268 millions d'euros. Mais nous, au niveau français, nous avons 168 millions d'euros. Pour Interreg, aujourd'hui, je prends l'exemple pour la Guadeloupe, nous avons 67,9 millions d'euros qui est géré, l'autogérance qui est gérée par la région Guadeloupe, chef de file de projet. Nous avons aussi avec l'Interreg Amazonie 19 millions d'euros. Nous avons aussi l'Océan Indien 62,2 millions d'euros. Bien sûr aussi, la Réunion travaille aussi avec Interreg Canal du Mozambique, il ne faut pas oublier aussi, vous êtes chevauchés sur les deux. Et nous avons aussi Interreg Canal du Mozambique, bien sûr, c'est le département d'outre-mer, Mayotte, que je n'oublie pas, 10,2 millions d'euros, ce qui est important. Et c'est-à-dire ça fait à peu près 3,5% du budget au niveau des 160 millions d'euros pour la France, les territoires français. Et les cofinancements sont environ à hauteur à 85% maximum. Et nous avons un exemple sur, moi en tant que Guadeloupéenne, au niveau Interreg, EMR Caraïbes, le projet qui était avec Equa Consulting, qui est un super projet, un projet pour moi qui était bien et qui avance, et sur la Guadeloupe, c'est sur l'électricité, c'est-à-dire l'électricité de la mer, puisqu'on a besoin de ça aussi. Même au niveau, on peut parler de Saint-Martin, de Saint-Barth, on a besoin de tout ça aussi. Électricité locale et décarbonée. On parle d'environnement. Ça rentre aussi dans les projets Interreg, projet de 3,6 millions d'euros. Et ça a été cofinancé à 63%, c'est-à-dire ils ont eu 2,3 millions d'euros. Equa Consulting. Et nous avons dans les Outre-mer aussi Interreg, l'instrument de coopération dans nos 5 RUP, avec nos États voisins. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. Nous devons travailler avec les pays de la Caraïbe. Nous devons travailler, bien sûr, avec Curaçao, élargir avec eux. Si nous devons faire tout ce qui est au niveau, tout ce qui est accords commerciaux, c'est important aussi avec la Caraïbe. Je voulais expliquer aussi ce qui est important aujourd'hui, c'est que
Relevons tout d'abord que les sommes en jeu sont modestes sur Interreg, pour moi. Pourquoi le budget alloué environ de 15 millions d'euros sur chacun des 3 grands objectifs stratégiques: innovation, développement, économique, cohésion sociale. Et pour la période de 2021-2027, quand bien même les crédits seraient consommés en totalité, Interreg ne modifiera pas les grands équilibres locaux avec aussi peu de financement. Ça, je pense que les sénateurs, les sénatrices, vous pouvez me rejoindre sur ça. Le constat pour moi est changé. Si vous ajoutez les contributions, bien sûr, à l'Agence française de développement, qui est souvent premier financeur de la coopération, bien avant les fonds européens, nous savons, hein, l'AFD, c'est eux qui apportent le plus au niveau financement, à part d'Interreg qui donne un petit peu. Mais vous m'avez vu venir sur la sous-consommation des crédits Interreg, pour moi, est alarmante. Sous-consommation et délai de paiement démesurément étirés. Les derniers chiffres disponibles indiquent que sur Interreg 5, le taux de paiement aux bénéficiaires des 369 projets outre-mer est que de 21%, je vous dis. 21%. Au titre de comparaison, ce taux est de 74 à 93% pour les Interreg de l'Europe continentale. Comment, dans ces conditions, être efficace? Comment être efficace? D'où je pense aujourd'hui que nous sommes là pour ça. Et je me suis aussi amusée à aller sur les sites internet des différentes autorités de gestion et je dois vous dire que la plupart du temps, j'ai trouvé des informations un peu floues, c'est-à-dire datées et peu opérationnelles. C'est-à-dire la communication et la disponibilité de l'information autour de l'existence et des modalités d'accès au fonds. Pour moi, aujourd'hui, Madame la Présidente, est déplorable aujourd'hui. Moi, je le dis. Il faut être épaulé par un cabinet de conseil pour s'y retrouver, ce qui exclut d'emblée l'essentiel des porteurs de projets aujourd'hui. Et en commission de développement régional au Parlement européen, nous avons régulièrement le débat sur la lourdeur de ces procédures. Mais à Bruxelles comme à Paris, toute tentative de simplification administrative aboutit à l'effet, comme on le sait, inverse. C'est-à-dire, il faut donc oublier le levier pertinent, pour moi, bien sûr, à mes yeux, est le renforcement des capacités de conseil au public. Par exemple, en ingénierie projet au sein des collectivités gestionnaires, sans quoi toute publicité supplémentaire, pour moi, serait vaine. Pourquoi je vous le dis? C'est que je voudrais dire un mot sur l'adaptation normative aux réalités de l'outre-mer. Pourquoi? La création d'une norme sous les régions ultrapériphériques, dérogatoire à la norme CE, Communauté européenne dans la construction, si elle permet l'utilisation, je donne un exemple, des matériaux plus locaux, Madame la Présidente, plus locaux et meilleur marché que le béton venu de métropole. Je donne un exemple. Est une initiative intéressante sur le papier. En tout cas, pour le pouvoir d'achat local, évidemment, que pour la balance aujourd'hui commerciale de la France et de l'Union, je crois qu'il faut attendre de voir si cette mesure change réellement les choses pour envisager de l'étendre à d'autres secteurs. Je pense déjà, si on veut s'élargir dans d'autres secteurs, nous devons voir l'avancée sur ces autres dossiers. D'une manière générale, je le dis, l'Europe, qui est la championne incontestée de la norme, comme on le sait, hein, on va de plus en plus se trouver mise au défi de la souplesse et de l'adaptation en matière normative. C'est-à-dire, elle n'a pas été créée pour ça, elle a même été créée pour l'inverse de ça, et sa capacité à atteindre ce nouvel objectif en dira long sur sa volonté réelle de mettre à jour son logiciel mental. Je pense que vous avez compris. J'ai déjà été trop longue, bien sûr, mais je vais finir en disant juste que nos territoires ne doivent plus être considérés dans une perspective de rattrapage et de compensation des handicaps, mais en intégrant, bien sûr, qu'ils ont leur propre trajectoire de développement économique et humain, une trajectoire que l'Europe doit faire davantage pour stimuler. Merci. Merci, Madame la députée. Permettez-moi déjà de dire à Monsieur Bijoux pour son rapport, mais on n'est pas venu en campagne au Sénat. Moi, personnellement, je n'ai pas pris le train à Bruxelles pour pouvoir venir faire campagne pour les élections européennes. Je suis venue pour un but qui est bien précis, c'est pour le projet Interreg pour nos ultramarins. Bon. Nous allons parler, mon cher collègue Max, tu as parlé de quelque chose, tu as parlé de l'AFD, on a parlé des petites entreprises locales.
ultramarins. On a un souci, la BPI France ne nous suit pas. Ça, les sénateurs, sénatrices, c'est important que je vous le dise. Ce n'est pas normal aujourd'hui que la BPI France ne suit pas parce que nous sommes des entreprises pour eux qui sont sensibles. Qu'est-ce qu'ils disent? J'avais rencontré le directeur à l'époque, il y a à peu près 3 ans, qui m'a dit, écoutez, Madame Pierre-Bacas, vous savez, la BPI France suit que les projets aujourd'hui, tout ce qui est innovation. Mais par exemple, l'agriculture, moi qui est dans l'agriculture, nous sommes sensibles. Vous avez dit, monsieur Bijou, qu'en Europe, par rapport, nous sommes européens, nous mangeons bien. Mais regardez la situation aujourd'hui de nos agriculteurs, que ce soit en France, les 13 régions de France et de Navarre, que ce soit à La Réunion, puisque nous faisons de la canne à sucre. Moi, en Guadeloupe, je fais de la canne à sucre. Aujourd'hui, on a un collectif aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est important de le dire aujourd'hui. Nous ne vivons pas dignement de notre métier. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on plante de la canne, l'augmentation des intrants. Augmentation aussi, aujourd'hui, on a une réglementation qui est très drastique au niveau normes européennes, mais aussi au niveau française. Vous le savez aussi, autant que moi, on a un règlement au niveau des cahiers des charges qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, ça ne suit pas. Regardez aujourd'hui, les agriculteurs encore, toujours sont en colère. On avait promis des choses, apparemment aux agriculteurs, qui n'ont pas toujours été pris en compte. J'espère que ça va avancer et que nos agriculteurs, ils ne sont pas des quémandants, c'est des gens qui travaillent plus de 70 heures par semaine. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit des gens. Mais aujourd'hui, on nous demande tellement de règles au niveau du, comme je dis, au niveau du plan Egalim 3. Et pour moi, je trouve le plan Egalim 3 n'est pas adapté par rapport à moi, qui sommes aujourd'hui au niveau des RUP. Nous sommes encore plus, comme je dis, on n'est pas avancé comme les agriculteurs qui sont bien sûr dans les 13 régions de France et de Navarre. Ça veut dire que nous sommes toujours au moins 5 ou 10 ans en arrière, d'où je dis aujourd'hui, nous devons nous donner une réflexion sur ça. Concernant aussi, vous avez parlé pour la Polynésie. Je sais que vous faites beaucoup de poissons. J'ai travaillé sur des innovations, pourquoi pas travailler sur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont néfastes à la santé, de travailler sur le cuir avec la peau du poisson. On avait évoqué ça en Polynésie avec certains pêcheurs. Moi, je prends l'exemple des pêcheurs aussi qui sont en difficulté, je pourrais aussi le dire au Sénat, sur le renouvellement de la flotte pour les bateaux de plus de 12 mètres de long, qui n'ont pas eu cette notification, puisqu'ils ont dit qu'il y avait l'Ifremer avait donné des données qui étaient fausses, ce qui fait que aujourd'hui, c'est nos pêcheurs. On était, par exemple, à plus de 1000 pêcheurs en Martinique. Ils sont descendus à 464 pêcheurs, justement. Ce n'est pas normal tout ça, qu'aujourd'hui on n'a plus de relève, que ce soit pour nos agriculteurs, que ce soit pour nos pêcheurs, que ce soit aussi, qu'importe le secteur d'activité aujourd'hui, que tu es une petite entreprise, qu'importe le secteur d'activité, nos enfants ne veulent plus reprendre. Et la force de la France, c'est les petites entreprises. D'aujourd'hui, nous sommes des politiciens tous, qu'importe le parti politique, nous devons défendre toutes les filières et défendre avec, comme je dis, défendre tous ces dossiers au niveau, quand on vote aussi, je sais qu'au niveau du Sénat, ça passe par le Sénat, ensuite envoyé à l'Assemblée nationale, de prendre des bonnes décisions qui sont importantes. Parce que quand nous prenons ces décisions, c'est tout ce monde, tout le secteur d'activité qui en pâtisse après si nous prenons de mauvaises décisions. C'est important aussi de le dire. Et sans concerter aussi, je voulais concerter les sénateurs et les sénatrices qui sont là aujourd'hui, de dire que je ne suis pas contre aujourd'hui de dire que ce projet Interreg, c'est important pour nous, mais je dis nous devons aller au-delà. Pourquoi? Parce que cette simplification qui aujourd'hui, qui est cet handicap, nous n'allons pas avancer. Nous avons des projets qui n'avancent pas par rapport à l'encadrement technique. C'est important aussi de demander qu'on ait cet encadrement technique. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas avancer et c'est des dossiers qui ne vont pas aboutir tout simplement. Voilà. Merci Madame la députée.